Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission que nous organisons avec la BPI et la Tribune. Aujourd'hui, la French Fab est à l'honneur et plus exactement l'économie circulaire. Nous avons sur notre plateau Yacine Kabech, vous êtes le CEO de Circulec, bonjour. Bonjour. Également Christian Bruer, le cofondateur et le président de Mobillon. Oui, bonjour. Bonjour Christian. Et également Julien Le Guenec, CEO et fondateur de l'Énergie. On va aborder donc ensemble la place et le rôle de l'industrie dans l'économie circulaire. Mais je vais donner la parole à vous, Yacine, puisque vous revenez, vous étiez à Dijon hier, vous avez dû pitcher votre entreprise. Je ne sais pas si je vais vous redemander de la pitcher, mais je vais quand même vous féliciter puisque vous avez gagné cet AgriFood Tour Challenge. On trouve toujours des noms absolument incroyables. Je répète, l'AgriFood Tour Challenge au sujet de l'innovation dans l'alimentation. Vous êtes un précurseur dans la valorisation des déchets ? Effectivement, et chez Circulec, en fait, on valorise les coproduits industriels, on conçoit de nouveaux ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés pour d'autres industriels. Donc en fait, on transforme les biodéchets d'aujourd'hui en ingrédients de demain. Et aujourd'hui, on s'attaque plus exactement aux coquilles d'œufs issues des usines d'industrie agroalimentaire, notamment en fait les casseries. Les casseries, vous les valorisez. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces coquilles Alors aujourd'hui, ou alors nous, ce qu'on fait aujourd'hui? Ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, alors déjà, il faut savoir que les casseries, effectivement, c'est un poids pour elles. Hein, c'est un biodéchet par définition. Donc elles cherchent à s'en débarrasser. Il y a un très gros gisement. Ça représente 40 000 tonnes au total en France, 160 000 en Europe. Et donc elles payent même pour s'en débarrasser. Donc elles sont très intéressées par un projet comme Circulec. Et donc nous, en fait, on a développé un procédé pour séparer la coquille de la membrane, la petite membrane qu'on peut voir quand on casse un œuf, par exemple. Et en fait, une fois séparés, décontaminés et bien sûr broyés, on revend la poudre de coquille et la poudre de membrane à d'autres industriels comme le pet food, le complément alimentaire, la cosmétique, qui souhaitent avoir un produit plus noble. Et vous allez créer un démonstrateur industriel, mais on va revenir sur cette nouvelle avancée, parce que vous êtes une jeune entreprise, 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est ça. Voilà. Et vous êtes accompagné par la BPI, on va y revenir également. Je vais vous donner la parole à vous, Julien. L'Énergie, c'est 4 années d'existence déjà. Un peu plus. Bientôt 5. Bientôt 5, on va pouvoir fêter votre anniversaire. 15 salariés. Oui, c'est ça, et beaucoup plus à venir, il y a pas mal de recrutements en cours. Et vous vous développez de façon exponentielle, puisque vous avez même été soutenu, c'est l'actualité, vous aussi, il y a très peu de temps, par l'État ? Oui, effectivement, donc l'Énergie, c'est une entreprise qui est fabricant, donc on conçoit, développe et fabrique des systèmes de stockage d'énergie, majoritairement pour les énergies renouvelables, l'électrification des bateaux et la décarbonation de l'industrie. C'est des systèmes de petite taille, mais surtout de grande taille, c'est-à-dire grande capacité de stockage, et avec l'objectif qu'elles soient très sécurisées et qu'elles durent très longtemps. Hein. On vise comme objectif 20, voire 25 ans bientôt. Et effectivement, dans le cadre de notre développement, eh bien, on a suivi un parcours classique, très aidé par les institutions. Tout d'abord BPI avec la bourse French Tech, c'est le premier accès, j'ai envie de dire, à un programme. Ensuite, derrière, on a eu la chance d'être très accompagné sur des expérimentations de nouveaux systèmes avec la région Île-de-France, puisqu'on est basé à Montreuil, donc vraiment très proche de Paris. Et bientôt une usine également dans la région, mais exactement. On va y revenir. Voilà. Parce que vous parlez de cette tête de la BPI, mais je vais revenir plus spécifiquement sur ce que vous réalisez, parce que le système de batterie, tout le monde n'est peut-être pas au fait de... C'est un marché extrêmement concurrentiel, mais un porteur d'avenir. Alors déjà, oui, c'est un marché mondial. Ça, c'est sûr. Tous les pays, enfin en tout cas toutes les grandes puissances dans le monde s'y intéressent de manière extrêmement forte, ambitieuse et agressive. Je pense en premier lieu les États-Unis, la Chine bien sûr, et l'Europe aussi, qui est un petit peu en retard sur ce marché-là, mais qui a tendance ces dernières années à rattraper, à avoir pris conscience de l'enjeu, l'importance de ces systèmes. Et donc nous, sur l'Énergie, on se positionne sur un segment un peu particulier, c'est-à-dire beaucoup d'innovation avec une fabrication qui doit être fortement le plus possible en France dans une économie circulaire. Ouais. Une économie circulaire qui a également énormément d'importance pour vous, Christian Bruer. Alors, en amont de cette émission, vous m'avez dit « je ne suis pas un serial start-upper, mais vous êtes plutôt un investisseur ». Vous avez investi il y a déjà très longtemps dans des start-up, mais on va y revenir. Mais vous avez créé Mobillon en 2016. Parlez-nous un peu de cette entreprise qui a déjà un réseau d'usines sur le Grand Ouest. Et expliquez-nous un peu comment vous est venue cette idée, parce que Mobillon, c'est avant tout un scooter, c'est ça ? Un scooter made in France ? Oui, en fait, au départ, on vendait des motos électriques et des scooters électriques. Et puis très vite, on s'est rendu compte que ce type-là de véhicule était plus pour l'économie de la fonctionnalité.
Donc c'était plus un véhicule à louer qu'à vendre. Et puis il y avait très peu de réparateurs à l'époque, et aujourd'hui encore, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'était compliqué pour nos clients d'imaginer d'acheter un véhicule beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique, et en plus de ne pas trop savoir comment le gérer. Donc on est arrivé à la conclusion qu'il fallait vendre un service, donc faire une industrie servicielle autour du scooter électrique, puisque le scooter semblait quand même beaucoup plus facile à commercialiser que la moto. Et donc on a décidé de créer une société de location qui s'appelle Mobion Service aujourd'hui, mais qui s'appelait Cruise Rent à l'époque. Et puis on a eu comme client Alloresto, by Just Eat, puisque je connaissais bien l'équipe. Vous en avez fait partie? J'en ai fait partie. Avec Sébastien Forest, pendant 15 ans, on a développé Alloresto ensemble. Et puis ça s'est très bien passé au début, puis assez vite, on s'est rendu compte que les scooters qu'on avait choisis n'étaient pas du tout adaptés à un usage intensif. Du coup, il a fallu réfléchir à comment parer cette obsolescence programmée sur les scooters, et on a décidé de faire de la pérennité programmée. Alors on a au début essayé de trouver un constructeur qui nous accompagne dans ce projet de pérennité programmée. Et vous l'avez racheté? Et non, c'est assez plus tard, on en parlera tout à l'heure. Non, ce qu'on a décidé de faire, c'est de devenir constructeur nous-mêmes, parce qu'après plusieurs essais, de travailler avec des constructeurs, on s'est rendu compte qu'on était à contresens. En fait, faire des produits qui durent longtemps et qui coûtent pas cher à réparer, en fait, c'est exactement le contraire du modèle qui existe aujourd'hui. On fait des véhicules qui sont faits pour pas durer très longtemps, parce que il faut les changer, parce qu'il faut de la consommation, et puis surtout il faut que ça coûte cher à réparer, parce que le business model est basé beaucoup sur la vente de pièces détachées. Ça vous fait un point commun à tous les trois, c'est que hormis le produit que vous offrez, c'est une garantie et un service que vous proposez, et ça c'est essentiel, et ça on a ça nulle part ailleurs, surtout quand on a des produits low cost et qui sont subventionnés par des pays lointains, mais justement c'est là-dessus que vous avez axé votre mobilité grâce à Mobion, enfin, puisque vous faites de la mobilité électrique, mais pas uniquement. Vous venez d'aborder à mon avis une question centrale économique et comptable du sujet, c'est que si vous voulez faire de l'économie servicielle, c'est-à-dire vous voulez louer un service, vous devez avoir un produit qui est de bonne qualité, sinon vous faites quelque chose qui est contraire à vos intérêts. Donc en fait, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité sont, d'après moi, mariées. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que l'économie de la fonctionnalité s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et je travaille assez régulièrement maintenant avec Christian Duterte, qui est un des papas de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et je pense que cette coopération qui doit exister pour permettre cette économie de la fonctionnalité, elle doit se faire aussi avec l'économie circulaire. L'économie circulaire qui nous permet donc justement d'avoir des batteries comme Hollenbox. Alors oui, c'est une des gammes. Ouais. Une des gammes. Parlez-nous un peu de cette batterie, parce que ça parle à tout le monde, et c'est là, chacun de nous, on a peut-être un jour besoin de vous pour récupérer ces vieilles batteries au plomb, c'est ça ? Alors ça, c'est la gamme Hollenbox, elle vise principalement à remplacer les batteries au plomb en augmentant leur durée de vie de manière exponentielle, 4 à 5 fois, voire plus. La garantie, le service. Exactement. Alors ce n'est pas des batteries pour faire le démarrage de la voiture, ce n'est pas l'usage. On va plutôt la retrouver dans la robotique ou d'autres systèmes. L'idée, c'est de faire en sorte que la batterie, qui est à la base un objet amovible, on se rappelle les anciens téléphones portables ont changé la batterie, et bien que ce système d'énergie, batterie, puisse accompagner si c'est un robot par exemple, eh bien, durant toute sa durée de vie, ou un bateau, sans avoir besoin de le changer. C'est un des piliers de l'économie circulaire, c'est faire en sorte eh bien, que un élément n'ait pas besoin d'être changé. Et je suis très content d'être avec Christian aujourd'hui, puisque on est un peu les porte-étendards de valeurs communes, à savoir la souveraineté, fabriquer au maximum de nos capacités sur le territoire national ou européen, mais en tout cas prioriser le territoire national, et avec la conscience de se dire, nous, notre job dans cet environnement batterie, c'est de faire en sorte eh bien, que notre spécificité un peu française soit de faire des batteries innovantes, c'est-à-dire qui durent longtemps, en leur mettant énormément d'intelligence, de prendre en compte l'usage, pour ne pas seulement faire une vente avec un coût d'acquisition, un capex très bas, et puis ensuite après pouvoir le renouveler, mais faire en sorte que le produit puisse durer longtemps. C'est dans l'intérêt du client, c'est dans notre intérêt. Ça ouvre de nouveaux modèles, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, si on va positionner des systèmes conteneurisés sur un réseau électrique, ouais. Dans l'intérêt du client et également de l'environnement. De l'environnement, bien sûr. Parce que
peu importe le nom, le système, peu importe qu'on fasse un produit à la base qui soit éco-performant ou pas, eh bien, même un produit éco-performant, si on doit le changer, le renouveler souvent, il a beau être éco-performant, il aura des nécessités de transport, de production, et donc une empreinte carbone, même si elle est minimale, elle est existante. Et donc le meilleur moyen de favoriser l'empreinte carbone, eh bien, c'est de ne pas recréer un produit. Donc, mais il y a des axes très lucratif, j'ai envie de dire, d'un point de vue sociétal et pour l'entreprise, à faire ce choix-là. Hein, avant, ce n'était pas forcément le cas, c'était la course au prix. Aujourd'hui, on arrive à avoir des mix avec l'intelligence, avec un prix d'investissement qui est très compétitif et la création de valeur partagée à la fois pour les industriels et puis pour les clients. Tout le monde s'y retrouve. Mais justement, ça va me permettre de rebondir. J'aurais pas pu mieux le dire. 62% du scooter est réutilisable. Mais je reviens vers vous dans quelques secondes, parce que justement, là, quand on n'a pas le choix, il faut bien valoriser ces déchets. Et grâce à vous, on a cette possibilité-là. Mais on est là sur le réemploi, cette garantie, ce service. Et avec vous, avec Mobion, on a des scooters qui sont à près de 62% réutilisables. Comment est-ce que vous réalisez cette Et c'est en train d'augmenter encore. 62%, c'est un chiffre qui date d'il y a maintenant presque 2 ans. Et depuis, on a racheté une usine dans l'Aisne, une grande usine, elle fait 24 000 m². C'est une usine qui faisait des armoires de bureaux auparavant. Et puis, c'est cette usine-là dont je me suis permis de... Oui. Exactement. Pardon, excusez-moi. Un petit problème avec la Covid, enfin, et il a fallu... Exactement. Ouais. Et donc, nous, on s'était installés dans cette usine en 2020. En septembre 2020, on avait créé un établissement là, puisque l'ancien entrepreneur nous avait loué une partie de l'usine, toute petite partie, c'était 4 000 m², alors qu'elle en fait 24 000. Hein. Et donc, on a été... emmené comme le bébé avec l'eau du bain par la liquidation, puisque le liquidateur n'a pas souhaité nous garder sur place. On a été obligé d'arrêter notre production industrielle qui venait juste de commencer. Et donc, du coup, on a décidé, en s'armant d'investisseurs intelligents et très performants sur la finance et l'immobilier. En fait, on a une nouvelle investisseuse qui s'appelle Cécile de Guilbon, qui est une ancienne vice-présidente de Renault et qui était en charge de l'immobilier chez Renault au niveau monde, donc elle connaît bien le sujet. Et elle nous a aidés à créer le montage qui nous a permis de racheter cette usine. Et ça s'est finalisé le 30 avril de cette année, donc il n'y a pas très longtemps en fait. Donc là, on est maintenant dans une usine qui va nous donner toute la capacité de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire fabriquer des scooters électriques en France qui sont Origine France Garantie. On est le seul à avoir ce label. Et on a 68,9% du scooter qui est acquis en France, c'est-à-dire le prix de revient est acquis en France. C'est l'AFNOR qui nous a labellisé pour Pro-France. C'est l'association qui gère le label en question. Et donc, ce scooter a été fait à pérennité programmée. C'est notre signature depuis l'origine. Hein. Le nom est né en 2015, quand on a découvert que l'obsolescence programmée était le contraire de notre intérêt. Et donc, depuis, on ne fait que ça. On fait de la pérennité programmée. Et donc, on s'est intéressé à absolument toutes les parties du scooter, y compris la batterie et l'électronique. Donc, on fait nous aussi des BMS et des convertisseurs de puissance chez Mobion. Et on le fait même avec le CNRS et le CEA, puisqu'on vient de remporter un appel à projet Coram l'année dernière, en 2021, qui nous a été attribué par le Premier ministre dans le cadre du soutien des usines qui fabriquent des pièces automobiles en France. Donc on a remporté ça avec Vitesco Technologies, qui est anciennement Continental Powertrain. Et donc le but est de fabriquer en France le maximum de choses et surtout de les fabriquer sans déchets. C'est-à-dire qu'on fait une éco-conception qui permet de conserver au produit une intégrité qui va lui permettre de faire plusieurs vies successives. Plusieurs vies successives qui vont baisser son coût pour le consommateur. Alors là, c'est de la comptabilité, hein. C'est très simple. Mais c'est de l'amortissement, en fait. Exactement. On vient d'obtenir un accord de notre commissaire aux comptes pour amortir certains de nos composants sur 20 ans. Ce qui permet évidemment de diminuer de manière extrêmement importante la dotation annuelle aux amortissements, ce qui fait qu'on a un prix de revient qui est beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, on a le scooter le moins cher du marché, bien qu'il soit Origine France Garantie. Je vais me permettre peut-être une folie, mais est-ce que vous n'êtes pas le Solex de demain ? Parce que ça va faire des outils, enfin de mobilité qui vont rester dans
l'usage, ils seront quasiment impérissables. Alors, il y a une grosse différence avec le Solex, c'est que nous, on ne va pas vendre. On ne peut pas vendre. Parce que pour pouvoir garder en IMO, alors ça c'est de la compta, Bien sûr. mais si vous voulez garder en immobilisation les composants qui font le scooter, vous ne pouvez pas les vendre. Parce que si vous les vendez, vous transmettez la propriété, vous ne pouvez pas les garder en IMO. Donc on est obligé de louer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mariage entre économie circulaire et économie de la fonctionnalité. Pas de déchets, je suis désolé Yacine, mais pour vous quand même... Pas de travail là, du coup. Pas de travail, mais vous êtes là aussi, vous êtes primé, à Green Tech. Effectivement. Et grâce à ce modèle de recyclage des déchets, on revient à donc vous allez créer ce démonstrateur industriel, un passage à l'échelle. Comment vous allez réaliser ce passage à l'échelle et expliquez-nous un peu, hormis le fait que vous réutilisiez ces déchets de casserie, c'est bien ça ? C'est ça, casserie. Comment est-ce que vous allez voir l'avenir de levier de croissance, développer peut-être sur d'autres déchets, valorisation d'autres déchets. Je rappelle que c'est 320 kilos de déchets par an et par personne en France. Comment est-ce que vous allez, selon l'ADEME Bon, déjà, juste pour tout le monde, parce que la casserie, c'est peut-être pas clair pour tous, mais une casserie, c'est vraiment des usines qui cassent des œufs, qui séparent le blanc du jaune et qui ensuite revendent des bidons de blanc, des bidons de jaune à des restaurants, à des entreprises comme Brossard, Danone, pour ne pas les citer. Et donc, du coup, effectivement, nous, on récupère ces coquilles d'œufs. On est au stade pilote. Ce pilote-là, en fait, il nous a permis déjà de faire un premier scale-up. En plus de ça, donc, ça nous a aussi également permis de vendre des échantillons à nos clients pour qu'ils puissent tester nos ingrédients dans leur process. Dans leur commis. Et donc maintenant, on a des clients frustrés qui attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir nos produits de manière assez conséquente en termes de quantité. Et donc là, il faut qu'on passe au démonstrateur industriel. Et donc on souhaite passer au démonstrateur industriel début 2023. Pour commencer à commercialiser. Quand on sera au démonstrateur industriel, donc il y aura deux objectifs, ce démonstrateur industriel. Le premier, c'est de commercialiser forcément. Et le deuxième, ce sera de continuer à travailler sur un enjeu de compaction de nos procédés. Parce que nous aussi, on veut containeriser du coup nos procédés et on aimerait les rapprocher directement à la source des coquilles d'œufs, donc les casseries, et les poser directement à la sortie des casseries. Et donc dans les leviers de croissance, en fait, nos leviers de croissance seront plutôt simples. On n'aura plus qu'à copier-coller nos conteneurs à la sortie de toutes les casseries de France ou d'Europe, déjà, d'une part. Et d'autre part, effectivement, on regarde d'autres coproduits forcément parce que ça, c'est dans la jeunesse du projet. Quand je rencontrais différents directeurs d'usines, j'avais vu qu'il y avait différents autres gisements de coproduits et même des usines dont on oublie même l'existence. C'est des usines qui juste coupent des oranges et vont extraire le jus. Enfin, vraiment, il y a différents coproduits générés, donc il y a encore beaucoup de potentiel. Et c'est intéressant parce que vous utilisez le terme gisement comme étant vraiment une valeur ajoutée. On connaît des entreprises comme par exemple Primester qui recyclent les déchets d'abattoirs pour en faire des biocarburants. C'est l'avenir ? C'est l'avenir de notre industrie ? Clairement, je pense que c'est l'avenir. Je discutais la semaine dernière avec quelqu'un qui nous avait dit qu'on était un peu des chercheurs d'or parce qu'on cherche justement des gisements et ensuite, forcément, parfois on en trouve pas, mais en tout cas, il est nécessaire de chercher des gisements. Et donc oui, pour moi, c'est l'avenir dans la mesure où en fait, déjà en plus aujourd'hui, on vend des ingrédients qui sont sourcés pour certains de nos clients dans d'autres pays. Donc si on veut relocaliser, forcément, il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'on a autour de nous en France. Et en fait, mine de rien, on a des coproduits qui ont quasiment la même teneur que les produits qu'ils achètent chez nos voisins, voire même très loin, un peu comme vous, pour les batteries. Donc oui, c'est l'avenir. Je me permets, 2 ans et demi, vous passiez ce concours à la fin de votre école d'ingénieur et vous voilà maintenant à la tête d'une entreprise qui a des perspectives absolument incroyables de développement. Vous êtes soutenu par la BPI. On va faire un tour de table dans quelques instants sur les soutiens que vous avez obtenus auprès de la BPI. Est-ce qu'on arrive à garder la tête froide ? Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Ça a été très compliqué de vous avoir en début d'émission. Non, pas du tout. Mais comment est-ce que vous faites ? Non, c'est vrai que je pense qu'on a tous le même problème, c'est l'emploi du temps. On subit l'emploi du temps, plus après il faut réussir à le maîtriser. Comment on arrive à créer l'entreprise à la sortie d'école ? Je pense que honnêtement, ce que je dis régulièrement, c'est que j'ai pas du tout eu de vocation d'entreprendre. En fait, c'est petit à petit, c'est la curiosité qui a mené en fait à la création de l'entreprise. Donc de base, c'était juste un appel avec un premier directeur d'une usine qui ensuite me suis dit, il y a peut-être des coproduits. Qu'est-ce qu'un coproduit ? La réglementation derrière. Et petit à petit, en fait, on rentre tout doucement dans l'entrepreneuriat. Quand on voit une opportunité, on se doit de la saisir forcément. Une opportunité économique, mais c'est aussi environnemental. Et il faut aussi avoir
une âme d'entrepreneur. C'est également votre cas, puisque vous avez créé cette entreprise, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes issu du terreau Paris-Saclay, si je ne m'abuse, entre autres. Non, non pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non. Oui, oui, pardon. Oui, Yacine plutôt. Non, moi je viens d'un autre univers. Enfin, historiquement, j'ai travaillé dans la construction navale, donc un milieu différent, mais très industriel. Et ensuite, après, je me suis beaucoup intéressé aux énergies marines renouvelables. Et donc, c'est un peu comme ça, petit à petit. Bon, évidemment, c'est entrecoupé de différents travaux, différentes opportunités. Et puis, quelque part, travailler sur cette technologie, la batterie, qui en fait est au centre de beaucoup d'industries. On va retrouver une batterie, même si nous, on n'y travaille pas dans la voiture électrique, c'est souvent là le plus connu, mais c'est un élément obligatoire dans une voiture électrique. Ça va être sur le réseau électrique demain pour stocker l'énergie. Donc un sujet très d'actualité aujourd'hui avec les problématiques énergétiques qu'on peut avoir en Europe, d'approvisionnement. Mais ça peut aussi dans la mobilité, dans l'électrification. Enfin, c'est un enjeu clé. En fait, cet élément batterie se retrouvait au centre de beaucoup de préoccupations finalement. Et puis, il y avait une opportunité à saisir, il y avait des choix à faire, on l'a dit, hein, nous, on mise beaucoup sur la qualité, la longue durée de vie, le digital, une manière de concevoir et de fabriquer et même de penser autant des modèles d'affaires qu'une construction d'un système de manière différente que l'Asie ou même les Américains, qui, encore une fois, sont très présents sur le marché. Et je pense qu'il y a vraiment une place, et puis au fur et à mesure de la diminution des prix par industrialisation, eh bien, je crois que si ça doit être la spécificité un peu française qu'on partage ensemble, notamment, eh bien, je crois qu'il y a un vrai axe de différenciation à l'échelle mondiale très important. Et là, vous vous confrontez au réel, puisque vous êtes en phase de réalisation de votre usine de production qui va être dans l'est en Seine-Saint-Denis parisien. Comment est-ce que c'est là aussi, est-ce qu'on ne se confronte pas comme certains anciens ministres parlaient du mammouth en parlant de l'éducation nationale, est-ce qu'il n'y a pas aussi des difficultés à vouloir entreprendre et aller jusqu'à la phase de production ? Mais c'est ça, après avoir développé des systèmes, alors on a une bonne partie de notre gamme qui est développée, bien sûr il y a toujours de l'amélioration continue et de nouveaux produits de plus grosse taille qui arrivent très très bientôt. Mais alors nous on produit déjà, depuis, c'est arrivé assez tôt, parce qu'on a une construction modulaire de nos systèmes dans l'histoire de l'entreprise, quasiment dès la fin de la première année. Ça nous a permis de générer du chiffre d'affaires très rapidement. Et aujourd'hui un enjeu, eh bien, c'est d'augmenter ses capacités de production pour avoir des volumes très importants, puisque qui dit augmentation forte de volume, forte industrialisation de manière intelligente, ça veut dire utilisation de digitalisation des lignes de production, créer plus rapidement avec de meilleures qualités et moins cher, eh bien c'est un grand objectif pour aller plus loin. Pour vous donner une petite idée à peu près, nous on peut produire à peu près 70 batteries semaine, si je prends l'élément le plus vendu qui fait à peu près 5 kWh, donc c'est une quantité d'énergie pour une maison à peu près. Eh bien, on peut en produire 70. L'objectif, c'est 150 jours, donc 70 semaines, 150 jours. Donc ça passe par un nouveau cap d'industrialisation et pour ça, il faut de nouvelles usines. Alors, on parle beaucoup de réindustrialisation en France, mais eh bien, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose de compliqué quand on y est confronté. Et je parle sur l'écosystème complet. Alors BPI France est un très bon acteur qui accompagne très bien sur ce sujet-là, vraiment, et ça, je pense que c'est ce qui nous rassemble. Mais autant au niveau des banques, au niveau des différents interlocuteurs, sans parler évidemment des politiques publiques. Alors pour répondre à votre question, effectivement, nous, l'entreprise, je l'ai fondée à Montreuil, donc juste à côté de Paris, donc sur le département de Seine-Saint-Denis, 93. Et l'objectif, c'est de rester sur ce site-là, rester sur ce territoire-là. Donc on travaille avec les politiques publiques et on est confronté à une certaine réalité. Il y a énormément de foncier disponible. Alors quand je dis énormément, il y en a. Il y a des opportunités dans une friche industrielle. Mais voilà, il y a une réalité entre, on va dire, le temps d'une entreprise start-up industrielle et le temps et la réalité politique. Et donc, il faut réussir à confronter les deux, il faut réussir à faire en sorte bien que nous, d'un côté, on puisse tenir notre calendrier, qui n'est pas un calendrier électoral, par exemple. Sûr. Et donc, il faut travailler ensemble sur ces points-là. Mais voilà, je pense que les choses évoluent vraiment dans le bon sens. Donc, 2023 à peu près, on aura nos capacités de production. Ouais. Et la BPI continue à vous soutenir dans cette aventure, bien sûr. Absolument. Ouais. On va passer à vous, Christian, parce que une fois,
C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans Vie ma vie parce qu'il raconte mon histoire. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tout le monde parle d'industrialisation, de réindustrialiser la France. Mais en réalité, c'est très compliqué de trouver des partenaires financiers pour le faire. Si vous cherchez des partenaires financiers pour de la technologie, ça se bouscule au portillon. Si vous cherchez des partenaires financiers pour financer, par exemple, de la LLD, ce que je suis en train de faire, c'est pareil. Mais alors, au milieu, pour fabriquer en France, non. Nicolas Dufourcq, c'est... Oui, elle a été là pour l'innovation, mais pour l'instant pas pour l'industrialisation. Et on essaye, on va y arriver. C'est juste qu'on a un problème qui est on va dire, structurel, mais je vais l'expliquer, ça va pas prendre très longtemps. Mais je voulais dire quelque chose. Nicolas Dufourcq, cet été, a fait une magnifique vidéo avec Brut sur inviter les jeunes Français et les jeunes ingénieurs, enfin les jeunes entrepreneurs français à aller dans l'industrie. J'ai vu cette vidéo, j'ai dit waouh, incroyable. Et donc du coup, j'ai pris contact avec les gens de la BPI pour dire écoutez, on est tellement en phase qu'on aimerait vous aider à réaliser ce projet. Et donc, on a travaillé, mais on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème. C'est que dans l'économie circulaire, si vous voulez faire le modèle qu'on est en train d'appliquer, qu'on appelle une nomenclature à pérennité programmée, c'est-à-dire une nomenclature qui immobilise les composants ou les sous-ensembles de votre produit parce que vous n'allez pas les vendre, mais vous allez les louer, eh bien vous devez être industriel et acteur de financement en même temps. Puisque vous ne pouvez pas créer une société financière pour vendre les produits de l'une à l'autre. Parce que ça ne marche plus. Bien sûr. Parce que le modèle réside dans le fait que les IMO restent dans la même société. Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseur pour ça. Et même la BPI, même la Banque des Territoires, même la Caisse dépôt et consignation n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il faut qu'on invente des fonds qui pensent économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Un autre appel, Yacine. Vous recherchez des jeunes. Vous recherchez des... On recrute. À recruter. On recrute Parce que là aussi, c'est une autre question. Enfin, moi, on le vit tous quand on est entrepreneur. La ressource humaine. La ressource humaine, je pense que je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes, dans le milieu industriel, ça peut être parfois contraignant. De notre côté, en tout cas, ça l'est. Disons, on recrute sur toutes les verticales de Circulec, donc que ce soit la partie un peu plus business, finance, communication, marketing, etc. Et aussi la partie production, recherche et développement sur notre procédé là, qu'on a développé, qu'on a breveté. Et donc, on recrute sur toutes les verticales. Mais par contre, pour les opérateurs de production, où on en a besoin quand même quelques-uns. Il y a une tension sur le marché, en tout cas francilien, je le ressens. Donc nous, le parti pris qu'on a pris, c'était de plutôt récupérer, voir des personnes qui n'étaient pas forcément directement opérateurs de production, mais on pensait qu'ils avaient quand même les compétences. Typiquement, dans l'industrie agroalimentaire, c'est plutôt des commis de cuisine, des serveurs, des gens qui en fait ont cette fibre, disons, de la qualité. Et ensuite, après, on les forme et donc on peut les recruter. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On a honnêtement copié sur la startup Insect qui nous suit régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais une startup qui fait des insectes, grosso modo une très belle startup française qui en fait ont créé effectivement une licorne. Oui, une licorne effectivement, et qui ont créé en fait leur école pour justement former ces gens. Donc, si je comprends bien maintenant, vous êtes amené quand on est entrepreneur à être également organisme financier et également école de formation. École de formation, c'est ça, c'est un peu tout. Et il faut également être chercheur, puisque avec vous, je pense à Géolith, où on va chercher des nouveaux composants pour créer la batterie de demain. Est-ce que là aussi, c'est pas aussi ce à quoi vous seriez amené On devient schizophrène. C'est vrai, mais c'est aussi la richesse et la beauté de notre métier. Il y a des difficultés, mais c'est des métiers. L'industrie, c'est extrêmement complet. Et je crois que, alors il y a des difficultés, mais quand on arrive à franchir un pas, on en est vraiment satisfait, parce qu'à la fin, on a des process, on a un produit, on a formé des gens. Rapidement, peut-être une parenthèse sur la formation. Je suis d'accord, le recrutement reste un objectif important. Même quand on est en région parisienne comme moi, eh bien, il y a beaucoup de gens, finalement, il y a une pénurie de qualité sur un domaine nouveau en plus où il faut former les gens. Il n'y a pas d'école encore de la batterie, alors les choses avancent, on a des partenaires qui sont en train de s'occuper de ça, mais en tout cas, tout de suite, quand vous voulez employer un opérateur ou des gens sur la batterie, ça n'existe pas, donc il faut les former. Alors nous, notre stratégie là-dessus, mais pas que, c'est All Energy, comme la spécialité d'être dans l'économie sociale et solidaire, par statut. On a même été agréé ESUS, donc alors ESUS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agrément délivré par décret préfectoral qui, après une analyse des comptes, qui impose par exemple chez All Energy, les salaires sont plafonnés.
un nombre de fois le SMIC, 5 fois le SMIC. On a un comité de gouvernance démocratique. Enfin, il y a pas mal de règles qui régissent l'entreprise et qui permettent déjà de donner du sens, d'attirer aussi des talents sur un marché qui est très attractif parce que des ingénieurs batterie, si on parle de gens très qualifiés, ils peuvent être attirés par d'autres entreprises. Donc il faut pouvoir aussi partager un certain nombre de valeurs. Donc c'est constitutif dans l'entreprise. Et ensuite, après derrière, essayer de développer des outils de formation. Alors on travaille avec les services de l'État, la DRIETS par exemple, aussi parce que tout n'est pas, on ne doit pas former entièrement les gens. On doit aider à la formation dans le giron de l'entreprise, mais on doit être aussi aidé par... on travaille beaucoup avec les CCI, par exemple. CCI du 93, qui nous aide beaucoup pour parcours d'accompagnement à l'emploi. Et pour pas que ce soit simplement un centre de coût, entre guillemets, pour l'entreprise, là encore, l'innovation et le digital nous servent beaucoup, puisque dans un des programmes qui s'appelle Digibat qu'on porte avec BPI France, il y a des investissements pour l'aménagement des postes. En fait, on va prendre des publics qui peuvent être handicapés ou très éloignés de l'emploi, des gens qui sont très, très particulièrement éloignés de l'emploi, donc c'est-à-dire qui ont perdu un petit peu le sens de l'emploi. On va, avec des outils, avec des machines, favoriser leur réinsertion. Mais l'objectif final là-dedans, c'est de faire en sorte que ce soit bénéfique à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Ça veut dire que nous, on peut avoir des nouveaux opérateurs, ou pas que, sur toute la chaîne de valeur de la production, avec tout un outil de formation. Donc, quelque part, on a tout un bassin d'emploi captif. Et puis, au passage, on a développé la technologie qui nous aide aussi à diminuer ces coûts de formation et aussi le risque, tout en conservant la qualité. Donc, finalement, il y a des investissements au début à prendre en compte, mais derrière, ça permet de lisser un petit peu des difficultés futures sur des quantités d'emplois assez importantes qu'on va devoir avoir sur ces postes-là. Merci en tous les cas de nous avoir éclairé sur votre parcours aux uns et aux autres. Merci Yacine Cabèche, vous êtes le CEO de Circule Egg. Merci Christian Breuer, le cofondateur et président de Mobion. Et à vous, merci Julien Le Guenec, CEO et fondateur de l'énergie. Merci à tous de nous avoir suivis.